Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité InsurTech, l'interview. C'est l'occasion pour vous de retrouver, dans un format dédié, les meilleures interviews réalisées ces derniers mois dans le cadre de mon podcast InsurTech. Et si vous ne le connaissez pas déjà, le podcast complet revient chaque mois sur l'innovation et la technologie au service de l'assurance. On y détaille les dernières levées de fonds et on décrypte une tendance majeure de la scène InsurTech. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater le prochain numéro. Dans la continuité de la réglementation Open Banking, cela fait des années qu'on parle d'Open Assurance. Il semblerait que ce concept soit en passe de devenir réalité, puisque la Commission européenne a sorti fin juin 2023 un document de travail visant à réglementer l'accès aux données financières, et cela inclut les assureurs. Pour tenter de décrypter ces premiers éléments, nous avons la chance de recevoir une spécialiste du sujet, Anne-Sophie Morvan, responsable des affaires commerciales et juridiques chez LuxHub, mais également membre du groupe d'experts European Financial Data Space auprès de la Commission européenne, qui va nous partager ses éclairages sur le texte. C'est l'occasion d'une première analyse de ce document de travail pour mettre en avant ce qu'il faut en retenir d'un point de vue assurantiel et dessiner quelques perspectives sur ce qu'il faut attendre dans les prochains mois. Salut Anne-Sophie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Salut Florian, salut à tous. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, car tu es clairement la spécialiste du sujet autour de la table? Anne-Sophie Morvan, j'ai travaillé en tant qu'avocate spécialisée dans le domaine informatique, protection des données, et puis ensuite j'ai rejoint une fintech dénommée LuxHub. C'est une société qui est située au Luxembourg et qui a été créée par 4 banques. Donc le but c'était de créer une plateforme API mutualisée permettant au secteur bancaire de publier et de gérer des API DSP2. Donc DSP2, c'est la directive service de paiement numéro 2. Et si je comprends bien, tu as plutôt été active dans le secteur bancaire ces dernières années. Comment s'est effectué le virage vers le domaine de l'assurance? Globalement, on a considéré que l'Open Insurance, c'était la prochaine étape de l'Open Finance. Et c'est dans ce contexte qu'on a rejoint OPIN, ou Open Insurance Think Tank, qui a été créé par Fouad Husseini, que tu connais bien d'ailleurs. J'ai notamment coordonné les réponses à la consultation EIOPA qui a été publiée en 2021 sur l'Open Insurance, dont les résultats d'ailleurs sont disponibles sur le site de l'EIOPA, le régulateur dans le domaine assurance, et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir un peu les retours, surtout qu'on a désormais FIDA, et ça donne un peu une liste d'idées, de cas d'usage pour le domaine des assurances. Lorsque la direction générale FISMA, donc c'est la direction générale stabilité financière, services financiers et union des marchés de capitaux de la Commission européenne, a lancé un appel de candidature quelques mois plus tard, pour un groupe d'experts autour de l'espace européen des données financières, on a bien entendu sauté sur l'occasion. Fouad a soutenu ma candidature pour que je représente le think tank dans ce groupe de travail, ce groupe d'experts, et donc j'en fais toujours partie. Et d'ailleurs, sur ce groupe de travail, ce groupe d'experts, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, notamment sur son rôle et le lien avec la proposition de réglementation FIDA? Le groupe d'experts a été constitué en juin 2021. La mission du groupe, c'était de fournir des avis et des conseils à la DG FISMA de la Commission européenne. Le groupe d'experts est composé de profils assez variés. Alors on a des établissements financiers, des associations représentant des établissements financiers notamment, des associations de fintech, de consommateurs, on a des professeurs d'université, des avocats, enfin bref, on a des profils en fait assez variés. Dans le domaine assurantiel, on a également AMA Group, donc qui détient notamment la Massif, Allianz, 2 fonds de pension, l'un danois, l'autre néerlandais, et puis bien entendu l'Open Insurance Think. Dans le cadre de ce groupe de travail, on a décidé de se concentrer sur certains cas d'usage qui nous semblaient présenter un intérêt, un potentiel important pour le développement d'innovation. Sur base de l'analyse des cas d'usage spécifiquement liés à l'Open Finance et des conclusions qu'on a tirées, on a établi un rapport sur l'Open Finance qui a été publié en octobre 2022 et qui est disponible sur le site de
Commission européenne. On retrouve en fait dans la proposition FIDA, donc la proposition qui vient de sortir, un certain nombre d'éléments discutés dans ce rapport Open Finance, notamment les cas d'usage sélectionnés ont servi d'inspiration à la Commission européenne comme elle l'indique. Et d'ailleurs, c'était attendu, selon toi, que le document porte sur tous les services financiers, incluant l'assurance, plutôt qu'être spécifique à l'assurance, justement? Ça me paraissait relativement logique. Après, c'est vrai qu'avec la PSD2 ou la DSP2, la Commission européenne avait limité le champ d'application aux comptes de paiement offerts par des banques ou des établissements de monnaie électronique. Donc c'était vrai que c'était très restreint. A contrario, dans sa communication autour de la stratégie en matière de finances numériques, donc de 2020, la Commission faisait référence à la finance ouverte de manière générale. Et lors des prises de parole des représentants européens qu'on a pu avoir au cours des dernières années, le secteur des assurances était souvent mentionné aux côtés des autres institutions financières. Il n'y avait pas un distinguo qui était fait entre assurance, banque et fonds d'investissement, par exemple. Une réglementation sectorielle axée uniquement pour le secteur des assurances, ça aurait pu être envisageable, mais je pense que le but d'ouverture du secteur financier dans son ensemble n'aurait pas forcément été atteint. Et comme le but, c'est de permettre aux différentes institutions financières de partager des données entre elles, sur base de la permission du client, avoir une seule réglementation pour tout le secteur financier, je t'avoue que personnellement, je trouve que ça a du sens. D'ailleurs, on va se plonger maintenant dans ce texte-là. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques phrases ce qu'instaure FIDA? FIDA, ça signifie quoi? Ça signifie Financial Data Access Framework, donc en anglais. Avec FIDA, les clients des institutions financières pourront demander à ce que certaines de leurs données soient accessibles par une autre institution financière ou ce qu'on appelle un prestataire de services d'information financière, ou FISP. Donc ça, c'est un nouveau statut qui va être instauré dans le cadre de FIDA, qui est un statut réglementé bien spécifique. Les clients de ces institutions financières disposeront ce qu'on appelle des tableaux de bord qui leur permettront d'avoir une vue sur les entités auxquelles une permission d'accès a été donnée et de retirer cette permission. Le cas échéant, souvent les gens me disent mais alors tout le monde va pouvoir accéder à mes données, est-ce que je vais perdre le contrôle sur ces données? Non, d'une part, l'accès aux données, c'est uniquement sur base d'une permission du client, et d'autre part, il va y avoir donc ce concept a priori de tableau de bord reflétant les permissions qui seront mises en place. Donc ces données sont mises à disposition par API. Pour ce qui est des modalités techniques de mise à disposition des données, en principe, seront mis en place ce qu'on appelle des Financial Data Sharing Schemes. Ces schémas ou schemes de partage détermineront un peu les standards techniques, mais également des aspects tels que la compensation financière pour l'accès aux données ou encore le cadre contractuel pour le partage des données. Par exemple, imaginez-vous que vous avez une police d'assurance pour votre véhicule en France et vous déménagez par exemple au Luxembourg. Si vous l'avez fait, alors que vous ayez fait l'exercice d'ailleurs en mode transfrontalier ou en mode national, vous avez peut-être rencontré la difficulté de partager les données entre deux assureurs, deux compagnies d'assurance différentes. Et donc là, on peut imaginer que demain, avec FIDA, si je me présente auprès de ma compagnie d'assurance luxembourgeoise, comme nouvelle arrivée dans le pays, je vais avoir la possibilité de demander à mon assureur luxembourgeois de récupérer les informations auprès de mon assurance française. Donc ça va être un changement majeur, ça va faciliter beaucoup la vie aux utilisateurs. Et pour se plonger plus dans les détails du texte, est-ce que tu peux nous dire si l'assurance a un traitement particulier ou au contraire si elle est considérée au même titre que les autres services financiers? Effectivement, il y a un traitement un peu particulier de l'assurance qui est assez logique. On en parlait tout à l'heure sur le fait que d'avoir un seul texte, ça peut poser question, mais il y a effectivement des règles un peu spécifiques dans le cadre de FIDA pour les assureurs. Ça définit un certain nombre de sets de données qui devront être mises à disposition par les institutions financières. Certains de ces sets sont effectivement spécifiques au secteur de l'assurance. Donc, côté assurance vie et retraite, on a les produits d'investissement d'assurance, les droits à la retraite accumulés auprès d'institutions de retraite professionnels et les droits liés à des produits pan-européens de retraite personnelle. Côté non-vie, sont concernés tous les produits
à l'exception des produits d'assurance maladie et d'assurance santé. Donc on a quand même des exceptions. Il y a une question de protection des consommateurs qui est très importante et de risque d'exclusion. Par ailleurs, un autre concept qui est introduit dans FIDA et qui a un pan bien spécifique lié aux assurances, c'est ce qu'on appelle le concept de périmètre d'utilisation des données. Ce concept, en fait, c'est de dire, en principe, sur base de la réglementation de protection des données, on ne doit utiliser et traiter des données de personnes concernées, donc personnes physiques, que dans la mesure où c'est vraiment nécessaire. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne a poussé ce concept de périmètre d'utilisation des données et a dit EIOPA, donc régulateur supervision des assurances, je vous mandate pour établir des lignes directrices afin de déterminer quelles sont les données personnelles qui sont vraiment nécessaires dans le cadre de l'analyse des risques du pricing pour des produits d'assurance vie, maladie et santé. Je trouve ça un peu paradoxal, pour être honnête, parce que ces produits d'assurance vie, maladie et santé sont exclus des sets de données à partager. Mais je pense que la Commission a voulu en rajouter une couche, si je puis dire, en disant il y a des sets de données qui sont exclus, mais en plus de ça, pour m'assurer qu'il n'y a pas de risque d'exclusion et qu'il y a une protection importante des consommateurs, je veux qu'il y ait un cadre en fait sur quelles sont les données qui peuvent être exactement traitées et qui sont vraiment nécessaires pour les produits d'assurance vie, maladie et santé. Et toi qui navigues dans la thématique API depuis des années, je te partage une question qui m'a beaucoup été posée depuis la publication du texte. Est-ce que tu penses que le texte, FIDA, va inciter à l'adoption de standards tech en matière de partage des données? Que dit le texte de ce point de vue-là? Très clairement pour moi, FIDA va pousser pour une ouverture des données via API. Pour que ça fonctionne, il va falloir avoir des standards. Et quand on regarde dans le contexte Open Banking, à la sauce DSP2 pour l'Europe, plusieurs standards ont émergé. Donc on avait notamment STET en France ou Berlin Group, le standard le plus adopté au niveau européen. Si trop de Financial Data Sharing Schemes émergent, on risque d'avoir un problème de fragmentation des standards. Une grosse question, ça va être de dire, est-ce qu'on va avoir un Financial Data Sharing Scheme par set de données, par État, ce qui n'est pas le but. Je pense que l'Open Insurance Think Tank peut avoir un rôle à jouer sur la partie Open Insurance, bien entendu, puisqu'il y a déjà un standard qui a été publié l'année dernière. Et pour finir, une question qu'on a tous en tête, j'imagine, c'est le calendrier auquel il faut s'attendre. D'après ce qu'indique le document, la mise en place devrait être rapide, sous 18-24 mois, d'après ce que j'ai compris. À quoi faut-il s'attendre, selon toi? Effectivement, il est mentionné 18 à 24 mois. Donc 18 mois, c'est uniquement pour certaines dispositions et 24 pour le reste. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que vraiment la mise en œuvre et la mise en application finale, ce sera à peu près 24 mois. Mais bon, comme toujours avec les délais, le plus important, c'est le point de départ. Et en l'occurrence, le point de départ, c'est l'entrée en vigueur du règlement. Or, pour qu'il y ait une entrée en vigueur, il va falloir qu'il y ait une adoption par le législateur européen. Et la grande question, c'est de savoir est-ce que ce texte sera adopté avant les prochaines élections européennes qui vont avoir lieu à la mi-2024. Sachant que à l'heure actuelle, comme tu le sais probablement, il n'y a pas que FIDA sur la table. Le même jour, donc le 28 juin, au moment de la publication de la proposition FIDA, on a également eu la révision de la DSP2. Certains parlent de mi-2025, qui serait peut-être un petit peu plus réaliste, mais je garde espoir que ça ira plus vite. Et de manière subsidiaire, je me demande depuis pas mal de temps si le gros enjeu pour l'Open Assurance, c'est pas plutôt le European Data Act qui régit non pas uniquement les données que les assureurs possèdent, et d'ailleurs on pourrait disserter des heures pour savoir si oui ou non ils en possèdent tant que ça, mais aussi et surtout sur celle des plateformes. Je pense immédiatement aux données générées par les voitures connectées par exemple. Est-ce que ces données ne sont pas un actif plus important que la date de fin de contrat d'un client par exemple? Et du coup, est-ce que toi aussi tu regardes ce Data Act ou c'est trop indirect à tes yeux pour les services financiers et l'assurance? Alors, je regarde le Data Act avec beaucoup d'intérêt, en particulier pour le secteur de l'assurance. Par contre, le champ d'application du Data Act est limité à tout ce qui est objet connecté. Donc, les compagnies d'assurance pourront récupérer des données, par exemple, liées à la conduite d'un véhicule, tu le mentionnais, ou à une maison connectée, ce qui est très très pertinent pour l'assurance non-vie. Clairement, pour définir les produits, les adapter aux clients, je pense que le Data Act va être
très intéressant. Par contre, disposer d'informations financières sur un client, comme par exemple un portefeuille d'investissement détenu auprès d'autres établissements financiers, donc ce qui est possible dans le cadre de FIDA, ça va être une information très précieuse pour les compagnies d'assurance vie. Donc je pense que tant le Data Act que FIDA, ce sont deux réglementations extrêmement importantes. Elles sont complémentaires pour le domaine de l'assurance. Merci une nouvelle fois Anne-Sophie pour ton temps et ces précieux éléments de lecture. D'ailleurs, j'espère qu'on vous a donné envie de regarder le document original. On vous met le lien dans les commentaires. De la même manière, si vous souhaitez échanger avec Anne-Sophie, je vous mets le lien vers son profil LinkedIn. Merci encore Anne-Sophie. Merci beaucoup Florian. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.